Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder du coup le sujet du culte de Silent Hill ainsi que la ville en elle-même. Donc avant toute chose, j'aimerais vous demander de partager la vidéo si elle vous intéresse, de mettre un j'aime si vous l'avez appréciée et de mettre un commentaire pour donner votre avis. Je vais pas faire ça au début de chaque vidéo, mais étant donné que j'étais plus très actif du tout et que pas mal de personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées, je préfère le préciser. C'est en quelque sorte une petite récompense pour le travail que je fournis. Cette vidéo là qui va me prendre qui m'a pris déjà beaucoup de temps, l'écriture qui s'étale sur plus d'une semaine, l'enregistrement et le montage qui prendra bien 2 jours. Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis et à partager. Maintenant, parenthèse fermée. Donc on revient à notre très cher Silent Hill. J'ai déjà abordé la secte s'y trouvant dans ma première vidéo qui traite du premier opus, mais l'histoire la concernant étant tellement importante, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en faire une vidéo. Ce sera en quelque sorte le premier épisode d'une série de vidéos sur l'univers de Silent Hill, où on parlera aussi bien des créatures que des événements, des jeux et des personnages qui constituent la série. J'ai récemment teasé que je travaillais sur l'histoire de Silent Hill 2, mais l'écriture du script s'est beaucoup développée et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur le jeu, au point d'en faire une analyse globale. Et pour pas faire une analyse bâclée avec du copier-coller d'autres sources, je préfère vraiment prendre mon temps pour bien écrire et bien organiser la vidéo. Et c'est d'ailleurs en regardant ce qui se faisait sur le YouTube francophone concernant Silent Hill que m'est venue l'idée de faire une série traitant de l'univers de ces jeux, étant donné qu'en France on n'est pas trop à jour niveau jeux d'horreur culte, que ce soit en termes de narration des histoires ou des univers, ou même des théories et des analyses, en eux-mêmes il n'y a pas tellement grand chose on va dire. C'est pour ça que je fais du coup cette série de vidéos, qui parle de Silent Hill donc, qui seront à durée variée, qui me permettront de travailler sur les analyses des gros jeux en eux-mêmes, que ce soit le 2 ou le 3, et le 4 évidemment, et de refaire la vidéo du premier opus, pour un peu plus la détailler, mettre une plus grosse analyse, plus de théories, que ça soit plus intéressant quoi. Et donc pour revenir au sujet de cette vidéo, on va aborder le thème du culte de Silent Hill et de la ville en même temps, parce que les deux sont liés. Le culte de Silent Hill, appelé l'Ordre, ou bien encore l'Organisation, est présent dès le premier jeu et sera présent dans tous les opus, sauf dans le second. Leurs membres seront principalement des antagonistes, toujours là pour soit essayer de tuer Cheryl, ou tout simplement pour tuer n'importe qui se dressant sur leur passage. Mais pourquoi ils font ça? Je veux dire, dans le premier épisode, ils ont cramé vivante Alessa Gillespie, entraînant les événements qu'on connaît, mais dans quel but? Ceux qui ont joué à Silent Hill 1 connaissent évidemment la raison, mais on détaillera tout ça plus tard et on va d'abord commencer chronologiquement. L'ordre existe a priori depuis très longtemps, plusieurs siècles même. En effet, avant même que les Européens débarquèrent dans le Nouveau Monde, les natifs américains habitant déjà la région vénéraient un dieu nommé Raven. Il est dit que les natifs ont commencé à le vénérer lorsqu'ils ont occupé la région, qui s'appelait alors le Nid du Corbeau, d'où le nom du dieu, Raven. Déjà à l'époque, les croyants pratiquaient des cérémonies un peu atypiques, on va dire, à base de sacrifices humains, de bûchers géants et d'orgies. C'est plutôt cool, non hein? Disons donc que la région où se trouve Silent Hill n'est pas vierge de pratiques religieuses. D'ailleurs, cette région s'appelait la place des esprits silencieux, Place of the Silent Seed Spirits, devenant donc Silent Hill des siècles plus tard. Ainsi, lorsque les colons ont commencé à habiter avec les natifs, leurs religions respectives se sont mélangées, le christianisme et le culte de Raven, ce qui donna naissance à cette secte, l'Ordre. Bien qu'à cette époque, l'Ordre ne portait pas encore ce nom, mais par souci de compréhension, on va continuer à l'appeler l'Ordre, sinon ça sera trop compliqué. J'indiquerai donc quand la secte a opté pour ce nom bien plus tard dans la vidéo. Et tant qu'on y est, on va d'ailleurs commencer à constituer une petite timeline qu'on remplira au fur et à mesure des vidéos, donc de celle-ci et des prochaines. Et on va aussi placer notre premier point du coup aux alentours du XVIIe siècle, les colons étant arrivés dans le Maine, donc la région où se passe Silent Hill, aux alentours de 1604, donc on va grossièrement placer le point de départ à l'an 1600. On a donc vu que la fusion des deux religions a donné un tout nouveau culte, l'ordre. Or, durant ce siècle, il y a quelque chose qui se propage en Amérique du Nord. Les procès de sorcières de Salem. Donc je pense que vous connaissez plus ou moins ce que c'est, mais on va quand même détailler. Donc il s'agit de chasse aux soi-disant sorcières, hein, aboutissant à des procès, avec des guillemets, hein, sachant que n'importe qui pouvait être jugé par simple délation. Donc en gros, il suffit que ta femme vole une patate à ton voisin fin 17e siècle et paf, c'est merguez parti, elle est sur le bûcher et voilà, toute ta vie est foutue quoi.
Donc je parle même pas des personnes qui n'étaient pas chrétiennes ou qui vénéraient un culte chelou comme l'ordre. Donc on rappelle que c'est un peu l'enfant bâtard né de l'union du christianisme et d'un culte chelou nommé le culte de Raven. Donc évidemment aux yeux des chrétiens ça colle pas trop. Donc les conséquences ne tardèrent pas à tomber car dès 1692, plusieurs membres de l'ordre de Silent Hill sont condamnés au bûcher, dont une femme, Jennifer Carroll, qui deviendra une sainte aux yeux de cette secte. Mais dès le siècle d'après, une mystérieuse épidémie commence à se propager, forçant les habitants à abandonner la ville. Malheureusement, la saga Silent Hill ne parle pas beaucoup de cet événement, même pas du tout, donc on va devoir faire notre propre recherche via ce qui s'est passé dans la vraie vie pour comprendre. On rappelle donc que la région où se passe notre histoire est le Maine, située dans la Nouvelle-Angleterre, et à cette époque, la rougeole se propage pas mal et est plutôt virulente, donc surtout dans une petite ville, on va dire que ça va se propager plutôt vite. En plus de ça, un siècle avant, la Nouvelle-Angleterre était victime d'une épidémie de peste appelée la peste côtière, ayant fait ravage de 1616 à 1619 et tuant entre 30 et 90% des habitants de la région. Donc oui, il y a un siècle d'écart, mais l'exode de Silent Hill ayant eu lieu au début 1700, on peut imaginer que certains habitants furent affaiblis de cette peste ou que simplement la ville en était impactée et que, avec l'apparition de la rougeole, ça aurait provoqué beaucoup de morts, on va dire, hein, beaucoup de bordel quoi. Donc rien n'est officiel, c'est qu'une petite théorie, mais ça permet d'expliquer plus ou moins cet événement dont les développeurs n'ont jamais donné de détails. Bref, la région est donc en partie vide, jusqu'à 1730, quand un prénommé Daniel Bryant traverse le lac Toluca avec une trentaine de pionniers. Il mourra tristement 13 ans plus tard et sera enterré en ville, Silent Hill recommençant à être habité petit à petit. Le siècle d'après, dans les années 1810, la ville obtiendra enfin son nom si emblématique, Silent Hill. Mais elle deviendra en même temps une colonie pénale, un lieu de détention pendant la Seconde Guerre d'indépendance en 1812, et servira à exiler des prisonniers, la ville étant relativement éloignée de tout. En plus d'une prison, sera construit l'hôpital de Brookhaven, afin de lutter contre une nouvelle épidémie. En 1820, un peintre nommé Allen Smith peint un tableau nommé Waterfront Landscape, qui sera visible au Musée Historical Society dans Silent Hill 2. Une trentaine d'années plus tard, la population de Silent Hill augmente considérablement après la découverte d'une mine de charbon, ça donne du travail, donc la ville se développe plutôt bien à ce moment-là. Et 3 ans après, une ville voisine sera fondée, une ville qui aura son importance dans d'autres jeux, Shepherd's Glen, nommée par un de ses fondateurs, Isaac Shepherd. La ville est donc fondée après que les fondateurs, donc Isaac Shepherd, Edith Holloway, Cornelius Fitch et Mason Bartlett, fuyèrent Silent Hill et entrèrent en contact avec leur dieu chelou, leur soi-disant dieu. Qu'il soit résolu par la volonté lui sous-signée, un nouveau jour de notre foi s'est levé. Ne nous contentons plus de la vision du paradis si chèrement voué à ceux de notre foi qui nous ont précédés, ni à ceux qui l'adorent encore aujourd'hui. Nous quittons notre communauté bénie de Silent Hill et arrivons sur cette terre en pèlerin, jurant de recommencer notre foi. Par conséquent, avec la puissance et la bénédiction de notre Dieu puissant, de qui jaillit toute vie et prospérité, nous établissons cette terre et la consacrons à Shepherd's Glen. Que nos 4 familles s'épanouissent et persévèrent à travers toutes sortes d'épreuves, avec tous les sacrifices requis, sous le consentement. Donc comme dit dans cet extrait, les sacrifices vont de nouveau être présents, et dans le but d'obtenir la protection de leur dieu, chacun des 4 fondateurs devra sacrifier un de leurs enfants. Ainsi, Daniel Shepherd, le fils de 5 ans de Isaac, se fera noyer par son propre père. Il regrettera cependant toute sa vie son acte, mais bon, ça va pas le ramener a priori. En plus de Daniel, Anne Holloway, Theodore Fitch et Helen Bartlett se feront tuer par leurs propres parents, ce qui est une nouvelle preuve de la gentillesse des membres de l'ordre, des gars vraiment en or quoi. On a suffisamment parlé de mort, donc on va aborder un thème beaucoup plus joyeux, parce qu'en 1861 commence la guerre civile américaine. C'est pas plus joyeux quoi, c'est Silent Hill. Et donc durant ce conflit, un soldat de Silent Hill meurt, Patrick Chester, et une statue sera érigée en sa mémoire au Rosewater Park, visible dans Silent Hill 2. Et toujours durant cette guerre, le camp carcéral de Toluca sera créé, et deviendra la prison de Toluca à la fin de la guerre. Mais quelques temps plus tard, en 1890, plusieurs personnes disparaissent autour de la ville, mystérieusement, mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Arrive donc enfin le XXe siècle, qui sera très chargé en événements,
On va commencer en douceur avec la fermeture de la prison de Toluca, où sera construit le musée Silent Hill Historical Society, tout en gardant une partie de cette prison en souterrain, ainsi qu'une bonne nouvelle pour la ville, enfin, hein, il était temps, le développement du tourisme, ce qui plaira pas du tout à notre chère secte, qui adoptera enfin le nom de l'ordre, hein, au passage, mais qui prendra de plus en plus d'influence et de pouvoir dans toute la région. Mais malgré cette emprise, le culte est tout de même méprisé par la majorité des citoyens, et le tourisme n'aidant pas leur réputation, les poussant à agir en secret et petit à petit infiltrer les institutions publiques afin de gagner encore plus d'influence. Et comme un malheur n'arrive pas seul, une deuxième série de sacrifices frappera la ville de Shepherd's Glen en 1903. Les mêmes familles seront évidemment au cœur de cette affaire, hein, parce que les individus trouvant la mort seront Thomas Shepherd, Ernest Holloway, Rose Fitch et Charles Berletz. Et comme on dit, hein, jamais 203, un autre malheur touchera en novembre 1918, donc après la Première Guerre mondiale, touchera de nouveau la ville parce qu'un bateau touristique, le Little Baroness, coulera mystérieusement dans le lac Toluca de Silent Hill. Et autre chose bizarre, hein, encore une fois, aucun des 14 passagers ne sera retrouvé. Ce sera pas le seul accident de bateau, mais on en reparlera un petit peu après. S'ensuit la naissance de 3 individus, respectivement Helen Grady en 1926, Michael Kaufman en 1933 et Dahlia Gillespie en 1937. 2 ans plus tard, la mine de charbon Wilds ferme, faisant que la seule grosse activité de la ville devient le tourisme, malgré les accidents de bateau qui arrivent bien plus fréquemment, surtout depuis qu'un mystérieux brouillard super épais commence à recouvrir Silent Hill. Arrivent donc les années 50 où d'autres personnages vont naître, d'abord Douglas Cartland et Travis Grady, ce dernier naissant de l'union entre Richard et Helen Grady. Puis en 1951, Harry Mason, le futur héros du premier Silent Hill, naîtra. Une autre tragédie frappera Shepherd's Glen suite à une 3e série de sacrifices dont les victimes sont une nouvelle fois donc la même famille, hein, faut pas changer. Hein. Donc il y aura Rebecca Shepherd, Laurence Holloway, Rusty Fitch et Patricia Bartlett. S'en suivirent de nouveau plusieurs naissances, celles de Adam Shepherd, Margaret Holloway et Thomas Orozco en 1954, suivies de Sybil Bennett un an plus tard, ainsi que James Wheeler 2 ans après, Sam Bartlett l'année suivante, Lillian Shepherd un an après, et enfin Lisa Garland en 1960. C'est d'ailleurs cette année que Helen Grady, la mère de Travis, commença à se comporter de façon très étrange, au point de vouloir tuer son fils, jusqu'à gazer leur propre maison, donc avec son enfant dedans évidemment, après quoi elle sera internée au Cedar Grove Sanatorium. Cette tentative de meurtre envers son propre enfant a déchiré la famille, poussant Richard Grady, le père, à se suicider par pendaison au Riverside Motel le 12 novembre 1961. C'est d'ailleurs plus ou moins au même moment que Dahlia Gillespie commence à devenir la leader de l'ordre, de par le passé de sa famille qui utilisait la mine de charbon, dont on parlait avant, et dont certains membres auraient retrouvé des restes des natifs ainsi que des artefacts plutôt étranges. Et voulant étendre davantage l'influence de l'ordre, elle commença à cultiver une plante, la White Claudia, ayant des propriétés mystiques et hallucinogènes, afin de développer une drogue, la PTV. Le nom de cette drogue ne signifie pas grand chose, c'est seulement une blague des développeurs, et qui est en fait une référence au groupe Psychic TV, donc ça apporte rien de spécial à notre histoire. La drogue est donc distribuée par plusieurs personnes, dont Michael Kaufman, la principale cible étant les touristes venant en ville, tachant davantage la réputation de Silent Hill. Seul un seul des maires de la ville tentera de combattre le trafic de drogue de l'ordre, mais au péril de sa vie car il mourut dans un mystérieux arrêt cardiaque d'une origine inconnue. Et au même moment, des proches du maire et des personnes ayant participé au développement de la ville moururent aussi de façon tout autant étrange, quoi. Donc étonnamment, certains habitants de la ville s'imaginèrent que l'ordre était responsable de toutes ces morts, et étonnamment, venant d'une secte pratiquant le sacrifice humain et distribuant de la drogue, je pense que c'est plutôt logique. Donc s'ensuit une autre série de naissances avec celle de James Sunderland, héros du second opus en 1964, suivi de Curtis Akers 2 ans après et de Walter Sullivan en 1967, qui sera abandonné dans l'appartement South Ashfield Heights avant d'être retrouvé par le concierge du bâtiment, Frank Sunderland, le père de James, qui l'enverra à l'orphelinat Wish House quelques temps plus tard. Un an après arrive la naissance de Mary Shepherd, future femme de James Sunderland, puis l'année suivante vient au monde Alessa Gillespie, qui aura son importance très vite.
Encore et toujours des naissances et des unions, d'abord le mariage entre Harry et Jodie Mason, suivi de la naissance de Eddie Dombrowski, Claudia Wolf et Cynthia Velasquez. On arrive donc à l'année 1973, correspondant à la rencontre entre Walter Sullivan, ayant 6 ans, et Dahlia Gillespie, donc la leader de l'ordre, à l'orphelinat. Au passage, cet orphelinat a été créé dans le but d'inculquer les idées du culte aux enfants sans parents, et s'ils venaient à refuser d'apprendre ou d'accepter les dires de l'ordre, eh bien ils étaient tout simplement physiquement abusés par le gardien, Andrew DiSalvo, à l'époque. Revenons donc à Walter. Walter a donc 6 ans et vient d'apprendre à lire et à écrire. Dahlia arrive alors et lui dit que sa mère est endormie dans l'immeuble Ashfield et que s'il fait son travail et lit les 21 sacrements pour la descente de la Sainte Mère, eh bien il pourra la revoir. Sauf que le jeune garçon interpréta mal les dires de l'autre folle, et au lieu de comprendre que sa mère était dans la chambre 302, il comprit qu'elle est la chambre 302. Cette mauvaise interprétation fit qu'il commença à fuguer régulièrement dans le but de rejoindre l'immeuble. Malheureusement, la chambre était habitée par quelqu'un d'autre, et rencontrant durant ses allées et venues Richard Braintree, un autre habitant qui ne tarda pas à se plaindre de la présence du jeune homme qui semblait hanter le bâtiment. On continue avec la naissance de Vincent Smith en 1975, année où les humiliations d'Alessa Gillespie commencèrent à prendre beaucoup d'ampleur, les autres enfants l'insultant de sorcière et écrivant des moqueries sur son bureau de cours, ce qui sera vu par son enseignant, Kay Gordon, qui tentera de l'aider. On abordera l'histoire d'Alessa en détail dans une autre vidéo. Arrive ensuite 1976, qui correspond aux événements de Silent Hill 0, durant lesquels Dahlia brûlera vivante sa fille, Alessa, afin d'invoquer leur dieu. Le feu provoqua un violent incendie et Travis Grady ira sauver la jeune Alessa, toujours vivante, des flammes qui la torturaient. Il se retrouvera malheureusement enfermé dans Silent Hill et devra aider Alessa à séparer son âme en deux à l'aide d'un objet, le Floros, afin que le rituel ne puisse plus être fait. C'est à ce moment-là que le couple Mason trouve une petite fille sous un pont. Ils vont la recueillir et la nommer Cheryl. Malheureusement, Jodie meurt, soit d'une maladie, soit d'un accident de voiture. Ça dépend de la source, le jeu et le roman se contredisant. Donc arrive enfin 1983, avec la mort de Lisa Garland, mais surtout les événements de Silent Hill 1. Donc pour grossièrement résumer, Cheryl a des visions d'une ville, Silent Hill, et son père l'emmène donc pour son anniversaire là-bas. Ils finissent séparés après un accident de voiture et Harry part à ses recherches. Cheryl était en fait appelée par Alessa afin que cette dernière puisse récupérer son âme et ne plus souffrir. Car en effet, Alessa était donc toujours vivante mais gravement brûlée, et le mot est faible en plus de ça, le rituel ayant échoué, et elle garda en elle un mal grandissant, donc le fœtus de la créature qui était censé naître, la faisant affreusement souffrir de plus en plus. Et dans le but de plus souffrir, donc elle attire Cheryl afin de voler son âme. Et aussi la toute première alarme qu'on entend au début du jeu. Ça indique que Alessa a récupéré son âme et que à partir de maintenant, Cheryl n'existe plus, elle est tout simplement morte. Alessa a donc récupéré ses pouvoirs et plonge Silent Hill dans ses cauchemars, faisant apparaître des créatures très séduisantes, on va dire, hein. Et donc on continue à chercher Cheryl jusqu'à rencontrer Dahlia, la gentille Dahlia, hein, qui a juste cramé sa fille, hein, qui nous manipulera étonnamment, hein, venant d'elle, hein, très étonnant, et retrouvera sa fille avant nous, et recommencera son rituel qui avait échoué auparavant. Mais, hein, donc Michael Kaufman, qu'on a plus tôt dans le jeu, arrive et lance un produit nommé Aglaophotis, faisant sortir du corps de Alessa un dieu, Incubus, aussi appelé Samael, qui sera le boss final. Une fois vaincu, Alessa utilise tout de même le reste de ses pouvoirs, afin de se réincarner dans un nouveau-né, Cheryl. Ah, et Dahlia et Kaufman meurent durant ce combat.
donc voilà, j'ai envie de dire que c'est mérité, hein. Bref, Harry et sa fille déménagent à Portland afin de ne plus rien avoir avec la secte et d'être peinards, mais on verra plus tard que ce sera pas trop le cas. Donc suite à la mort de Dahlia, le culte commence à être plutôt inactif, sa leader étant morte. On va revenir un petit peu en arrière durant le rituel de Silent Hill 0. Donc ce rituel est déclenché par Dahlia Gillespie, hein, utilisant sa fille, donc Alessa, qui a des pouvoirs télékinésiques depuis sa naissance. Dans le but d'invoquer sur Terre le dieu de leur culte, elle brûla vivante sa propre fille dans la cave de leur maison. L'ordre possédait tout de même un lieu précis pour leur rituel, mais Dahlia étant persuadée d'être capable d'invoquer son dieu si Alessa était sa mère porteuse, elle le fit tout de même chez elle. Évidemment, ça provoqua donc l'incendie dont on parlait, brûlant Alessa au 4e degré, et brûlant aussi pas mal de maisons voisines. Malgré l'intervention de Travis Grady, Alessa fut quand même imprégnée et tomba enceinte du dieu sous forme d'embryon. Dahlia ayant fui la scène, tout le monde pensa que sa fille mourut dans l'incendie et qu'elle devint cinglée à cause de la perte de son enfant. Mon dieu, hein, s'il savait. Hein. L'ordre déplaça donc Alessa dans un endroit secret situé dans le magasin de Dahlia, le Green Lion. Pendant ce temps, Travis, donc, qui était enfermé dans Silent Hill, continua d'aider Alessa jusqu'à ce que le Floros dont on parlait avant soit créé, qui lui permet de séparer son âme, donc la partie sombre de son âme, et ainsi de suspendre la croissance de l'embryon afin qu'il ne se développe plus. Après ces événements, Alessa fut transportée dans l'hôpital Alchemilla et cachée dans une pièce au sous-sol par sa mère et le directeur de l'hôpital qui n'est autre que Michael Kaufman. L'ordre hérissa la jeune fille comme une sainte, l'appelant mère de Dieu ou encore fille de Dieu, la croyant morte suite au rituel. Car comme on avait dit, tout le monde la croyait morte, seule sa mère, Kaufman, quelques membres de l'ordre et quelques infirmières savaient qu'elle était encore vivante. Toute autre personne ayant l'interdiction d'entrer dans cette pièce. Mais une jeune infirmière, Lisa Gardland, entendit les complaintes de Alessa et voulut s'occuper d'elle. Elle fut totalement choquée de ce qu'elle avait vu et elle tomba addicte à la PTV suite à cela et devint un pantin utilisé par Kaufman afin de consommer de la drogue et d'en transporter. L'ordre, et en particulier Dahlia, continueront de maltraiter Alessa au point de pratiquer une incantation la faisant souffrir du manque de la partie de son âme. Elle endura cette souffrance pendant 7 ans, ne voulant pas détruire la joie de sa moitié, Cheryl. Mais cette incantation la faisait souffrir chaque jour de plus en plus, couplée à cela la prise forcée de drogue quotidiennement, provoquant donc les événements de Silent Hill 1. On vient donc de parler des actes de la secte, et par conséquent de l'histoire de Silent Hill en tant que ville, sans pour autant parler en détail de leurs croyances. On sait qu'ils vénèrent un dieu, et que c'est une fusion du christianisme et du culte de Raven, religion que les natifs pratiquaient déjà à l'époque. Les croyances de l'ordre s'inspirent de diverses croyances, que ce soit le christianisme, le folklore japonais, ou bien encore divers cultes de natifs américains. Ajoutez à cela une part de satanisme, d'occultisme, et on obtient un culte mystérieux où le vrai visage de leur dieu est plutôt ambigu. Un des dialogues de Silent Hill 3 nous apprend d'ailleurs que le dieu peut être vu aussi comme le diable. La philosophie de l'ordre s'approche du nihilisme, ne croyant ni au bien ni au mal, mais seulement à l'ordre et au chaos. Ils croient en des dieux, au paradis, en l'enfer, au purgatoire et aux âmes et au péché. Pour eux, la société est tout simplement corrompue, les autres religions étant des mensonges, et se voient comme des êtres élus, venant sur Terre pour les guider vers la seule vraie foi. Ils rejettent d'ailleurs beaucoup de notions et de concepts, n'appelant pas le continent américain Amérique, mais nation de péché, et voyant tout être humain naissant comme un pécheur, qui doit être nettoyé de ses péchés et accepter leur foi afin d'être pur. Concernant les mythes et figures de leur culte, ils vénèrent diverses déités issues de l'Otherworld, de Silent Hill, voyant ce lieu comme le royaume de leur dieu principal, décrit comme une femme aux cheveux orange et vêtue d'une robe rouge. En plus de ce dieu, le culte étant polythéiste, se rajoutent divers anges, déités et saints. Tout d'abord le dieu dont on vient de parler, appelé la Sainte Mère, créatrice du paradis, ou encore Seigneur des serpents et des roseaux, ou Samaël, la part démoniaque de ce dieu étant un homme par opposition. Il y a aussi 2 anges, Valtiel et Métatron, un dieu jaune et un autre rouge, Lobselvit et Xushibara, et 3 autres saints, Nicolas, Jennifer Carroll et Alessa Gillespie. On parlera de ces figures dans d'autres vidéos. Selon leurs croyances, les humains existaient avant Dieu,
Ils vivaient en guerre, dans la douleur et la haine, et étaient immortels. C'est alors qu'un homme offrit une prière ainsi qu'un serpent au soleil, un acte tout à fait lambda, j'ai envie de dire, ce qui fit qu'une femme eut pitié de ce monde plongé dans la tristesse, et s'unissa alors avec cet homme afin de former une seule entité, Dieu. Dieu créa ainsi le temps qui n'existait pas, en créant le jour et la nuit. Elle prit ensuite leur immortalité et tous les humains moururent tout simplement, fin. Un peu de sérieux quand même. Elle créa ensuite diverses déités et anges, ceux qu'on vient de mentionner plus haut, qui vont l'aider à façonner la terre et guider les humains. Son dernier acte sera d'offrir à l'humanité le paradis après le jugement dernier. C'est donc ça que cherche l'ordre, à faire venir le jugement dernier afin d'accéder au paradis, et c'est justement ce qu'on combat la plupart du temps dans Silent Hill, parce qu'on va pas se cacher que vu la gueule de leur dieu, le paradis doit pas être si bien que ça. Bref, maintenant que le monde est créé, elle fit en sorte que les humains puissent vivre en utopie, dans la joie et sans manque, ce qui provoqua sa chute, étant donné qu'elle avait plus du tout d'énergie. Elle promit alors de revenir un jour, après quoi elle retournit à la poussière, les humains attendant son retour tels des obèses attendant l'ouverture du McDonald's à la fin du confinement, son retour ouvrant le portail doré du paradis. Comme je viens de le dire, le but principal de l'ordre est de provoquer l'apocalypse afin d'apporter le paradis pour les croyants. Certains essayent de le provoquer alors que d'autres tentent de s'y préparer tout simplement, l'apocalypse n'étant pas forcément la chose la plus agréable à traverser, j'imagine. Une des croyances principales de l'ordre est que leur Dieu ne peut connaître le salut et offrir ce paradis tant désiré qu'après avoir été exposé à la folie et la souffrance, ils voient donc l'Otherworld comme l'œuvre de leur Dieu. Et c'est donc pour cela qu'ils font tant de sacrifices, qu'ils purifient par le feu les pécheurs, et même leurs proches aussi, on n'oublie pas que ces types sont vraiment cool. Et ce, jusqu'à la seconde arrivée de leur Dieu, qui finira la tâche en brûlant tout simplement tout, provoquant l'extinction de l'humanité. Ce sera qu'après ce jugement et après l'expiation des torts de chacun au purgatoire, que Dieu donnera sa décision finale entre envoyer l'âme d'un individu en enfer, ou la souffrance éternelle l'attend, ou bien de l'envoyer au paradis. Ce que je viens de vous dire là provient d'un mémo appelé Prayer to God, disponible dans la chapelle de l'ordre dans Silent Hill 3. Comme dit plus tôt, l'ordre ne croit pas aux notions de bien ou de mal, mais seulement en l'ordre et au chaos. Ils agissent donc de façon cruelle afin de provoquer la peur chez les plus faibles, en particulier les enfants, qui doivent apprendre les valeurs du culte sous peine de châtiments corporels et ainsi les contrôler. C'est d'ailleurs pour ça que l'ordre existe depuis si longtemps, les enfants devenant adultes et faisant subir aux nouveaux enfants le même châtiment auquel ils étaient exposés. Et ironiquement, le meurtre est un des principaux péchés de leur foi, ce qui est évidemment justifié de par les tas de sacrifices et morts qu'a provoqué l'ordre, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils font donc pour apaiser leur dieu d'avoir péché Eh ben ils tuent encore plus, ce qui est vraiment d'une logique imparable. D'ailleurs, on va reparler des enfants qui subissent de leurs parents souvent des châtiments corporels, car toujours selon leur foi, leur enfant doit les honorer et non les aimer. L'ordre s'en fiche totalement que les enfants aiment leurs parents, par contre ils doivent les craindre et les voir un peu comme des dieux, d'où le fait que les parents battent leurs propres enfants. En conclusion, l'histoire de Silent Hill et de l'ordre sont vraiment conséquentes. Il existe diverses branches aboutissant à d'autres sectes, comme la secte de Valtiel ou encore celle de la Sainte Femme, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. On a bien avancé sur la timeline, en s'arrêtant à Silent Hill 1, et on reprendra au fur et à mesure des vidéos. Parce que l'histoire de la secte, et de Silent Hill par conséquent, ne s'arrête vraiment pas là, il y a encore beaucoup de choses à parler. Et donc j'espère que ce premier épisode vous a plu. Comme dit avant, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à mettre un j'aime sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!